Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 18 mai 2016 et vous regardez la nouvelle édition du JT de la Salle Actu. Tout de suite, les titres. Nous avons baladé notre micro dans les rues de Valenciennes à l'occasion de la Saint-Valentin pour demander aux passants si cette fête était importante pour eux. La mine fait partie de nos racines. Nous avons voulu en savoir un peu plus sur celle de Wallers-Saint-Rambert où nous avons été accueillis par un ancien mineur. Nous retrouverons ensuite Jacques pour notre page Média. Il nous parlera de la liberté d'expression et nous fera visiter France Télévisions. De la culture ensuite avec Gauthier, pour une interview de la comédienne Emmanuelle Boidron, une rencontre avec la troupe de l'Instable et un petit court-métrage que nous avons eu la chance de tourner à Creative Mine. Nous recevrons ensuite Max pour la sortie de son deuxième album, La jeune star de Gulli a le vent en poupe. Et pour finir et vous mettre l'eau à la bouche, nous vous emmènerons dans les cuisines, dans les fourneaux pour notre page cuisine. Commençons avec notre premier sujet et c'est Manon qui va vous en parler. Bonjour Manon. Bonjour Jade, bonjour à tous. Le 14 février dernier, nous avons voulu savoir ce que les Valenciennois pensaient de la Saint-Valentin. Est-ce vraiment la fête de l'amour ou une fête commerciale? Nous avons eu beaucoup de réponses, dont celle d'un couple belge d'amoureux, très sympa. Je vous propose de regarder ce petit sujet qui ne manquera pas de vous faire sourire. C'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer ce monde ici. Ah, l'amour, il n'y a que ça de vrai. Valenciennois, Valenciennoises, êtes-vous prêts à fêter la Saint-Valentin? Alors attention, préparez-vous. Saturne, on est. Moi personnellement je ne la fête pas parce que je suis célibataire. Pareil. Parce qu'on est mariés depuis bien longtemps et on n'oublie pas chaque année, comme notre anniversaire de mariage, c'est pareil. Quand on aime, c'est tout le temps, pas besoin de montrer spécifiquement, on peut, mais c'est pas... c'est plus commercial qu'autre chose pour moi. Après le portefeuille. C'est l'occasion de se faire un petit cadeau dans l'année, en plus des autres occasions. Ça représente beaucoup pour la personne avec qui je fais. On n'attend pas forcément ce jour-là pour s'offrir des cadeaux ou aller au restaurant, quoi. Alors on la fête pas forcément le jour même, parce que c'est une fête plutôt commerciale, mais on essaie de la fêter aux alentours. Lui ne sait pas, moi je lui offre un bon resto en amoureux. Mais insister, hein, ça doit savoir. Moi, il n'y a pas de jour pour faire la Saint-Valentin. On n'aime pas ce jour-là en fait, nous c'est tout le temps. C'est tout le temps, c'est comme aujourd'hui quoi. Comme beaucoup pensent, c'est une fête très commerciale et ça ne nous intéresse pas forcément en fait. Je pense que quand on aime quelqu'un, c'est toute l'année. Oh, mais c'est qu'ils sont romantiques à Valenciennes. Et n'oubliez pas... L'amour c'est tous les jours, pas que le 14 février. Il me semble que vous avez une petite surprise à nous montrer. C'est exact, Camille Dewey, qui nous a encadrés toute l'année, n'a malheureusement pas pu être là. Mais elle tenait à nous adresser un petit coucou. Je vous propose de l'écouter. Vous avez tous travaillé, évolué, progressé, et c'est bien là l'essentiel. Alors, même si je ne suis pas là, je vous regarde, je ne suis pas très loin, et je suis très fière du résultat. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait chanté tout le long du JT la chanson de Max et Mango, Tout va bien, et j'ai entendu dire qu'ils étaient avec vous aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une très bonne fin de JT, et je vous dis à bientôt. Salut! Pendant 90 ans, retour sur le JT de la Salle Actu. Yanis, tu vas nous parler des mines, c'est ça? C'est bien ça. Alors que le centre minier de Wallers-Saint-Rambert est passé de mine de charbon à mine de créativité audiovisuelle, nous avons voulu faire un petit flashback pour rendre hommage à nos racines et surtout à ceux qui sont descendus au fond des puits. Nous avons tous dans nos familles des arrière-grands-pères, des grands-pères qui ont connu la mine. Nous sommes donc allés à la rencontre d'un ancien mineur de la fosse d'Arambert. Pendant 90 ans, de 1898 à 1989, les mines de Wallers-Saint-Rambert ont été un puits de charbon prolifique. Seul espace minier, constitué de 3 chevalements, il y avait plusieurs milliers de mineurs qui se relayaient chaque jour pour extraire ce précieux or noir. Je m'appelle Aimable, ancien mineur. J'ai démarré à 15 ans et j'ai fini, j'ai 27 ans de travail au fond de la mine. En 1989, les mines ferment et sont données à la destruction.
jusqu'au jour où Claude Berry tombe sous le charme de ce site historique et souhaite y faire son film Germinal. Et il trouve que le petit chevauchement qui est derrière correspond vraiment bien à son plateau. Hein? Donc, pour ceux qui ont vu le film, et ben dans le film Le Grande Bagarre, c'est là que ça se passe, c'est la mine Jean-Bart ici. Hein? Nous, le film terminé, on ne savait pas quoi faire, tous les anciens mineurs qu'on était ici sur le site, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On n'en sait rien. Comme les décors du film Germinal nous avaient plu, mais vraiment plu, on a demandé à Berry si on ne pouvait pas les récupérer. Il a dit, il n'y a pas de problème, je vous laisse 2 mois. Depuis, les décors du film permettent aux mineurs de l'association Les Amis de Germinal et Anciens Mineurs de raconter aux visiteurs quelle a été leur vie sur le site minier. On va supposer que je viens de passer le grill là-bas, puis j'arrive pour aller travailler. Donc je vais aller à la salle des pendus tout de suite pour me changer. La salle des pendus, c'est ni plus ni moins qu'un vestiaire. Il y a des avantages, très bien, puis aussi des inconvénients. On peut déjà y mettre 80 vestiaires ici. Hein. Il y a 80 pendus. Au niveau de l'espace, déjà, c'est un avantage. Là, je suis changé, je suis bien. J'arrive ici, et puis au matin, il va être 5h20 par exemple, à le cas de 5h30, il va y avoir 300 personnes, à peu près là, et les 300 personnes avec une cigarette. Beaucoup de mineurs fumaient, hein, 9 mineurs sur 10. Savoir que, après, pendant 8 heures, ils ne pouvaient pas fumer. Les mineurs chiquaient. Hein, prenaient du tabac, mettaient dans la bouche, et ils crachaient le jus. Alors, aussi, pourquoi ils m'ont bien chiqué? Parce que moi, je l'ai chiqué, 15 ans. Hein, et ben, parce que là, les vieux mineurs, ils m'ont rappelé, puis ils m'ont dit, voilà tout. Prends le chic, ou bien tu ne seras jamais à l'eau. Alors, on va s'imaginer qu'on est au fond de la mine, hein, et puis qu'on est dans une galerie à l'horizontale. Donc, on va creuser la pierre pour arriver à trouver la veine de charbon. Alors, le principe est le suivant, il va arriver, et ce sera avec de la dynamite. Il va commencer à percer des trous, il va faire des trous à l'intérieur du massif, il va y mettre de la dynamite et il va faire tout sauter. Il va revenir, il y aura un monte gravat, il va l'évacuer dans les petits wagonnets. Quand ça sera évacué, il va se protéger avec le bois, et quand il sera protégé, eh ben, il va recommencer la même opération. Alors là, vous êtes dans les galeries que mon papa a creusées, d'accord? C'était la même structure. Et la galerie, c'était carré ou rectangle. En gros, ça faisait entre 5 mètres carrés, 6 mètres carrés, pas plus. D'accord? Ça, c'est l'époque immeuble. Quand moi, j'ai démarré à la mine, en 61, vous voyez, ça a quand même bien changé. Hein. C'est plus du bois, c'est du fer. C'est plus carré, c'est plus rectangle, c'est circulaire. Et tout de suite, la surface, c'est du 9 mètres carrés 60. Ça veut dire que c'est vraiment modernisé, hein, mécanisé. Malgré la modernisation, les mines ferment en 1989. Et par sécurité, les galeries sont inondées. Alors, on est en dessous ici du grand chevalement, hein, qui est au site minier. Ça veut dire qu'en dessous de chaque chevalement, il y a un trou. Du puits, parce que ce puits, il y avait 700 mètres de profondeur. Hein. Toutes les galeries du fond, ici, partout d'ailleurs dans le Nord-Pas-de-Calais, les galeries n'ont pas été rebouchées, ont été inondées. Quand ils ont arrêté de pomper les eaux qu'il y avait au fond, l'eau est remontée tout doucement, tout doucement. Ici, elle est arrivée à peu près à 130, 140 mètres. Là, ça veut dire que le premier étage était à 200 mètres, c'est-à-dire que tout est inondé. Quel sentiment ressentez-vous quand vous parlez des mines? Ah, ben j'en parle tous les jours. Alors, au début, c'était dur, puis maintenant, bon, j'ai raconté sa vie. Leur vie, justement, est un patrimoine, une leçon d'histoire et d'humanité, qu'ils partagent avec les visiteurs sur ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Jacques nous a rejoint pour une page média. En effet, Jade, les élèves du lycée du Hainaut, avec qui nous travaillons main dans la main depuis quelques années, et dont certains sont d'ailleurs en régie et sur le plateau en ce moment, sont allés enquêter sur les problèmes de diffamation et d'injures sur Internet. Ils ont interviewé une spécialiste de la propriété intellectuelle dans les nouvelles technologies. Je vous invite à découvrir ce premier sujet. Je suis en présence de maître Charlotte Rio au cabinet Jury Expert. Quelle est votre spécialité? Ma spécialité, c'est la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies. Donc la propriété intellectuelle, ça recouvre essentiellement le droit des marques, le droit des auteurs, des créateurs et le droit des brevets, par exemple.
Et à côté de ça, on a les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, c'est tout ce qui va toucher à Internet, aux données personnelles également, et à l'informatique de manière générale. Nous avons vu avec l'affaire Littoral que des internautes ont posté des messages xénophobes sur Facebook à l'égard des migrants de Calais ainsi que des représentants du journal. Comment la loi punit-elle ce genre de comportement sur les réseaux sociaux? Donc la loi française, elle punit déjà tout ce qui est injures, diffamation, propos racistes, xénophobes, sur Internet également. Elle le fait dans le monde physique et elle le fait aussi avec les nouvelles technologies. Donc, la sanction, elle est prévue par la loi 1881, qui est une loi sur la presse. C'est une loi qui a été créée pour la presse papier, mais qui s'est adaptée au monde numérique. Et donc, l'injure, la diffamation, les propos racistes qui sont postés sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux d'ailleurs ou sur Internet en général, sur les blogs, sur les sites, enfin tout support numérique, eh bien, vont être sanctionnés pénalement. Donc pénalement, ça implique d'avoir une amende, d'avoir éventuellement une peine d'emprisonnement, et puis en plus de cela, il y a ce qu'on appelle les dommages et intérêts que peuvent demander les victimes de ces propos. Une diffamation qui est privée, qui est donc sur un mur qui va être accessible de manière assez restreinte, on est sur une amende qui est à 38 € pour des propos diffamatoires et injurieux, mais lorsque ces propos sont racistes ou xénophobes, on monte à 750 €. Sur une publication qui va être publique, donc une diffamation qui va atteindre un beaucoup plus grand nombre de personnes, par exemple sur Facebook, vous avez un mur qui est ouvert à tout utilisateur de Facebook, là on est à 12 000 €, pareil, donc au lieu de 38 € pour des propos qui seraient diffamatoires, si ces mêmes propos diffamatoires ont un caractère raciste ou xénophobe, on passe à 45 000 €. Donc la sanction est beaucoup plus lourde afin bien sûr de réprimer un acte que l'on considère comme beaucoup plus grave, et à ça peut s'ajouter une peine d'emprisonnement qui peut être entre 6 mois et 1 an. Donc au final, il faut aussi bien sûr mesurer les propos qui sont tenus de manière ouverte sur l'ensemble des réseaux et sur Internet. Retour sur le plateau de la Salle Actu pour un deuxième sujet média avec Jacques. Comme chaque année, France Télévisions nous a invités à venir découvrir les plateaux et les régies de la Grande Maison. En compagnie des lycées du Hainaut et avec une grande joie, nous sommes partis pour Paris le 20 avril dernier. Une visite très intéressante et une journée qu'on gardera dans la tête. Attention pour le magnéto, 3, 2, 1... Pour ceux qui ne connaissent pas France Télévisions, c'est ça. Ça. Et pourquoi vous faites jamais de sujet sur l'ancien? Viens l'ancien une fois, viens. Ça. Vis-à-vis des potes, rentrer dans la police, c'est pas génial. Bon, si t'es là, je suppose que ça t'a plu. Vite fait, ouais. Ça. Ça. Avec des températures particulièrement élevées, ça va continuer, Anaïs? Alors des températures très très élevées. Et ça. Il était une fois quelqu'un que tu connais bien. Une multitude de programmes pour toute la famille et nos petits chanceux sont allés découvrir les coulisses de la maison France Télévisions. Rendez-vous donc sur le plateau des JT de France 2 pour une séance photo à la place des présentateurs. Waouh, c'est trop la classe! Bon allez, on arrête de faire les stars et on va voir la régie. Elle est énorme! En fait, pour assurer une émission ou un JT, il faut près d'une vingtaine de personnes en régie. Il y a le réalisateur, la script, toutes les personnes qui s'occupent du contenu éditorial, ceux qui s'occupent de l'image comme le truquiste, l'ingénieur vision et j'en passe. Et cette énorme machine pleine de couleurs, c'est un mélangeur. C'est grâce à elle qu'on peut mélanger toutes les sources, comme les caméras et les sujets pour faire des effets. Allez, passons une tête par la loge maquillage, peut-être qu'une vedette est en train de se préparer. Oh, ben non, y a personne, ce sera pour une autre fois. Après cette belle visite, on repart à Valenciennes. Mais avant ça, Gauthier, il faut que tu rendes ta caméra. Allez, à bientôt. Nous retrouvons maintenant Gauthier pour notre page culture. C'est vrai que cette visite restera marquée dans nos mémoires. Ce fut une belle après-midi, mais la matinée fut très sympathique aussi, n'est-ce pas Gauthier? Une matinée sous le soleil avec une invitée de marque, Emmanuelle Boidron. Emmanuelle Boidron a joué la fille du commissaire Navarro et a côtoyé Roger Hanin pendant près de 25 ans. Dernièrement, l'actrice, qui est marraine de notre option, a décidé d'écrire un livre sur les relations avec celui qu'elle appelle un père pas comme les autres. Nous avons eu la chance de parler de son livre avec elle, sous le soleil et sur le pont des Arts.
Navarro, j'écoute. Vous la connaissez depuis son plus jeune âge, elle a fréquenté vos salons lors de chaque épisode de Navarro, en jouant le rôle de la fille du célèbre commissaire. Un an après le décès de ce père pas comme les autres, Emmanuel Boidron raconte ses souvenirs dans un livre qui lui rend hommage. Lors de notre voyage à Paris et sous un soleil de plomb, nous l'avons rencontré. Bonjour. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire un livre en son honneur? Parce que j'ai eu la chance de connaître Roger Hanin, comme finalement assez peu de gens l'ont connu. J'ai passé 25 ans à ses côtés, 20 ans de tournage, ça compte. Et puis il a beaucoup partagé avec moi, m'a appris énormément. Donc j'avais envie à mon tour de partager tout ça et de lui rendre hommage, de lui dire merci aussi tout simplement. C'est comme un deuxième papa, il appelait chez moi de temps en temps en disant bon allez je voudrais parler à ma fille, on avait vraiment un rapport très paternel, très filial, donc oui c'était vraiment, on partait en vacances ensemble, on avait pas mal de dîners, on se retrouvait souvent, à la fois sur les tournages mais aussi beaucoup en dehors, donc quelqu'un qui comptait beaucoup, c'était à la fois un père mais aussi un ami, un confident, un pilier, quelqu'un qui compte. Avez-vous un souvenir particulier d'un tournage? Oh, j'en ai beaucoup, évidemment. Nombreux sont ceux du livre aussi. Et puis, je dirais que le plus marquant, c'est quand Roger s'arrêtait systématiquement de tourner pour raconter ses blagues avec son accent, avec ses grands gestes, et puis que ça faisait une pause pour tout le monde pendant le tournage. Voilà, les grandes fêtes aussi qu'on faisait à chaque fin d'épisode. Tous ces bons moments de fête, de joie. Comment vous êtes-vous retrouvés sur le tournage de Navarro? J'ai tout simplement passé un casting en 3 étapes. Un premier casting assez général où il y avait pas mal de jeunes filles de mon âge. Un deuxième où il fallait faire une improvisation sur un thème genre dîner avec son papa. Et puis un troisième où il restait donc 3 jeunes filles qui passaient des essais avec Roger Hanin qui était présent pour pouvoir choisir un peu lui-même qui serait sa fille pour quelques épisodes au départ et finalement pour pas mal d'années. Merci beaucoup à vous. Le Festival de Valenciennes a offert son lot de paillettes et de stars. Mais le festival, c'est aussi des découvertes et des animations pédagogiques. Tout à fait, Jade. Des rencontres avec des réalisateurs, des actrices, des masterclass et différentes découvertes des métiers du cinéma. Cette année, le Festival de Valenciennes avait décidé d'inviter un dresseur et ses fauves ainsi que Félindra de Fort Boyard. Jade, je te laisse lancer le sujet avec un mot de passe, à toi de jouer. Félindra, tête de tigre. Le cinéma et la publicité sont des arts bien mystérieux qui nécessitent des dizaines de professionnels d'horizons et de spécialités différentes. Certains même travaillent avec des acteurs très particuliers, au charme fou et au caractère bien trempé. Thierry Leportier, dresseur de fauves pour le spectacle et le cinéma, voilà. Alors je suis Monique Angeon, je suis dompteuse et dresseuse. Je travaille avec des lions, des tigres, des panthères, des pumas, des hyènes, des loups. Et j'ai choisi de travailler avec les fauves il y a très longtemps. J'avais aucune idée préconçue. Tout ce que je voulais, c'est être avec des fauves et travailler avec. Donc j'ai fait ça avec un dompteur dans un parc zoologique qui faisait des spectacles. Et ensuite, je suis parti au cirque parce que c'est la voie naturelle. Et puis ensuite, au cirque, totalement par hasard, 1 ou 2 fois, j'ai eu besoin de travailler dans un film avec un lion du cirque d'ailleurs. Et puis un jour, on est venu me trouver, alors que j'étais en train de faire une comédie musicale à Paris, on est venu me trouver pour me demander de tourner une publicité avec une panthère. Je l'ai fait. Et comme la publicité était très difficile à tourner, mais vraiment très difficile et très belle, ça a fait un peu une traînée de poudre. D'autres publicitaires sont venus, m'ont proposé des trucs à tourner. Et puis après, ça a démarré comme ça. J'ai pas choisi ni décidé de... Il n'y a pas 2 animaux exactement pareils. Tu as des animaux qui sont à l'aise avec le bruit et les gens, d'autres qui le sont moins. Tu as des animaux qui vont carrément aller à la caméra et mettre un coup de patte pour voir ce que c'est. Tu en as d'autres qui approcheront pas à 3-4 mètres. Donc après, c'est à nous de les habituer. Celui qui veut pas approcher, de l'habituer à s'approcher. Et celui qui veut trop s'approcher, ça m'est déjà arrivé qu'un tigre attrape une caméra de télévision dans la gueule et s'en aille avec. Et à ce moment-là, c'est à nous de lui interdire d'approcher trop. Donc après, c'est une balance qui se fait entre le dresseur et l'animal, mais ça dépend de chaque bête. Les animaux sont, alors on va dire une chose simple, les animaux sont pas méchants, ils sont dangereux. C'est pour être méchant, faut vouloir faire mal volontairement. L'animal, lui, il est dangereux de par. Enfin, tous les animaux sont pas dangereux, mais les éléphants, les félins, les ours, tous les animaux un peu puissants sont dangereux. Après, ça dépend comment on se comporte avec et surtout si on les connaît bien ou non.
Nous avons fait beaucoup de tournages, c'est-à-dire de Rosine et les Lions, le film L'Ours, Gladiateur. Ils ont joué dans des films publicitaires pour la joaillerie Cartier, que tu peux voir sur Internet, qui s'appelle Odyssée de Cartier. Ils ont joué dans des pubs de L'Oréal. Ils ont joué dans des pubs de Peugeot. J'en oublie encore. Enfin, j'en oublie parce que la Tigresse a beaucoup joué. En plus, elle est à Fort Boyard régulièrement, tous les ans. Alors tout d'abord, les tigres, ils arrivent par camion. Ensuite, ils sont arrivés au quai de Foura, donc il y a une grue qui nous attend, donc ils prennent le bateau comme nous. Donc ils arrivent en sabot, ils prennent le bateau comme nous. Ensuite, ils arrivent au bord du fort. Il y a aussi une grue du fort. Ils sont pris du bateau par la grue jusqu'à la plateforme du fort. Et ensuite, ils prennent leur quartier d'été. Voilà. Et ils sont en vacances pendant 2 mois ou 3 mois. Alors, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Gauthier, je me suis laissé dire qu'une de nos équipes s'était rendue à l'espace Pasolini de Valenciennes. Effectivement, Jade. Nous avons été reçus par l'équipe artistique pour le spectacle L'Instable, réunissant sur scène de la danse, du son, une performeuse ainsi qu'un improvisateur sonore. Un spectacle développé par Nathalie Lecor et Philippe Asselin. Le cabaret des curiosités, je l'ai créé quand je suis arrivé ici au Phénix en 2009. C'était l'idée d'avoir un temps fort pour montrer la création contemporaine pendant plusieurs jours. On part de discussions qu'on a avec des artistes qu'on aime bien, qu'on trouve inventifs, et souvent on agrège les projets puisque il y a un projet qui aborde une question et il y a un autre projet qui répond de manière un petit peu différente à la même question. Et au fur et à mesure, l'ensemble de ces projets-là ensuite sont regroupés dans une thématique qui peuvent être très différentes en fait d'année en année. Alors en tant que professionnel, le cabaret de curiosité représente pour moi la possibilité de rencontrer d'autres artistes, puisqu'il y a d'autres spectacles, beaucoup d'autres spectacles pendant ces 3 jours. Donc c'est un moment de foisonnement, de rencontre dans la diversité artistique. C'est très intéressant pour nous parce qu'on est sur Valenciennes, donc hors de Paris, hors de la capitale. Et avoir un temps fort comme ça permet d'attirer des gens du monde entier, puisqu'il y a des professionnels du monde entier qui viennent régulièrement au cabaret de curiosité. Le cabaret de curiosité, ça peut servir à ça principalement, c'est-à-dire à rendre curieux et à rendre conscient, et je crois qu'on a un devoir aussi par rapport aux étudiants, aux jeunes générations, de faire partager le meilleur de la création contemporaine ici à Valenciennes. Et cette idée-là de dire, voilà, ayons confiance en nous et expérimentons des choses et soyons inventifs et soyons curieux. Toujours dans notre page culture, tu voulais nous parler de la belle expérience qui a été livrée à notre équipe. En effet, Jade, nous avons été invités à réaliser et à tourner notre propre court-métrage. Depuis quelques semaines, jusqu'à fin mai, Michel Condry a installé son usine à film à Wallers-Saramberg, dans la salle des pendus des mines créatives. Là, il y a un atelier de 3 heures durant lequel vous écrirez votre scénario, tournez votre film avant de repartir avec le DVD de votre court-métrage. Une belle expérience pour notre équipe, mais surtout une bonne partie de rigolade. Donc en fait, je vais te demander de lire en fait à voix ici. Donc moi je suis médiatrice culturelle à l'usine de film amateur de Michel Gondry. Il existe depuis à peu près 2008, donc ça se déroule depuis pas mal de temps. Ça a été réalisé à New York, ça a été réalisé à Amsterdam, à Cannes, à Roubaix, dans plein d'autres villes, dans plein d'autres pays.
Du coup, n'hésitez pas à venir quand vous voulez, c'est gratuit. Donc vous pouvez venir tourner votre film en 3 heures. Vous pouvez venir avec qui vous voulez, votre famille, vos amis, n'importe qui. 15 minutes de présentation des décors accompagnés d'un médiateur culturel ou d'une médiatrice culturelle. On met à disposition en fait un studio de cinéma donc de décors, donc des décors vastes et variés. Et Michel Gondry a voulu qu'on suive un certain protocole, donc il y a certains décors qui sont imposés, notamment le vidéoclub ou l'appartement, puis aussi le train, la prison, etc. Ensuite, on passe dans le premier atelier où il dure 45 minutes. Donc dans le premier atelier, vous devez définir à peu près le genre du film. Donc chacun doit proposer des idées, que ce soit un western, comique, policier, aventure, action ou n'importe quoi. Au bout des 45 minutes, donc le premier atelier est fini, on passe dans le deuxième atelier où vous devez expliquer plus en profondeur donc, les actions que vous voulez, dans quel décor, si ça se passe en mode jour ou en mode nuit, tel personnage qui intervient. Et ensuite, vous devez choisir vos costumes en fonction de vos personnages. Vous choisissez tous vos accessoires et dès que, s'il n'y en a pas qui sont disponibles, vous pouvez en créer avec tout le matériel, enfin les cartons. Vous avez de tout pour tout créer. Et ensuite, c'est parti pour 1 heure de tournage. Silence! Reculez, mais rien de bien. Allez, allez. Et juste après, il y a 15 minutes de préparation pour la jaquette, en fait pour le DVD, pour ensuite l'installer dans le vidéoclub, dans les décors. Et ensuite, vous pouvez vous installer en salle de projection pour visionner votre film. Ah oui, d'accord. Déjà, c'est beau. Bonjour Flore, tout va bien? Oui, tout va bien puisque nous recevons aujourd'hui la star de Gulli qui nous fait le plaisir d'être sur notre plateau pour nous présenter son second album. Salut Max. Salut Flore, salut. Alors, peux-tu nous expliquer comment a débuté l'aventure de Max et Mango? Alors oui, je l'ai rencontré à l'âge de 5 ans sur un shooting photo. Nous sommes toujours bien appréciés, nos parents aussi, nous avons échangé des contacts. Et un jour, un des managers que nous avons aujourd'hui m'a appelé pour enregistrer Tout va bien. Et j'ai proposé à mon ami Mango de venir l'enregistrer avec moi. Et ça a super bien marché. Nous avons enregistré notre premier single et notre premier album. Donc tu as signé le tube de l'été il y a 2 ans. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Alors oui, c'était juste une super expérience qui restera gravée à vie dans ma tête. C'était juste magnifique. Et nous avons sorti d'ailleurs notre premier clip qui a fait plus de 4 millions de vues sur YouTube. Ça fait quoi d'être connu, la célébrité? À moi, non, ça ne change rien à ma vie. J'ai toujours les mêmes activités, les mêmes amis. Donc le collège, tu vas toujours au collège? Oui, toujours. Et dans la rue, est-ce qu'il y en a qui te demandent de faire des dédicaces ou des photos? Oui, de temps en temps, oui. Donc ça fait toujours plaisir d'être reconnu? Toujours, ouais. Peux-tu nous parler de ton second album? Alors, il y aura 10 titres, dont 2 reprises des années 80, dont une qui passera, il me semble, tout à l'heure à l'écran. Donc, est-ce que tu as sa date de sortie? Alors, oui, il sortira le 24 juin. Peux-tu nous parler de tes projets avec Max ou Mango? Alors, nous sommes en pleine promo en ce moment. Ce samedi-ci, nous serons à Fourmi, au champ de Fourmi, pour le défi de Fortuné, qui consiste à lutter contre le cancer des enfants. Et nous sommes en pleine séance dédicace le 29 juin, à Petite Forêt. En tout cas, un grand merci à toi d'être venu pour nous parler de ton second album. Ça m'aurait étonné. Quand on parle cuisine, vous êtes tous partants et vous allez être ravis, puisque Timothée va maintenant nous livrer les recettes des cookies d'Aileen. Un sujet que nos chroniqueurs ont adoré tourner, et ça s'est vu au chocolat qu'ils avaient autour de leur bouche en rentrant. Allez, on vous met l'eau à la bouche. Bonjour Jade, bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui j'ai envie de réaliser avec vous la recette des délicieux cookies d'Aileen. Tout de suite, les ingrédients pour cette recette. Vous aurez besoin de 2 œufs, 210 g de beurre,
375 g de farine, 335 g de sucre, 25 g de vanille liquide, 375 g de chocolat, 25 g de poudre à lever, du papier cuisson et éventuellement d'une petite cuillère. Vous avez bien noté? Alors allons-y. Je vais commencer par prendre un saladier dans lequel je vais mettre les œufs, je vais ensuite ajouter le sucre. Nous allons fouetter jusqu'à ce que le mélange devienne blanc. On appelle ça blanchir la préparation. Une fois ma préparation blanchie, je vais y ajouter l'extrait de vanille liquide. Et nous allons de nouveau mélanger avec le fouet. Dans un autre saladier, je vais tamiser ma farine et réaliser un puits. Dans ce puits, je vais placer le beurre coupé en morceaux. Attention, il ne doit pas être très ramolli. Je vais ensuite le mélanger du bout des doigts. Lorsque le mélange est homogène, nous allons ajouter la levure. Et mélanger à nouveau. Je vais maintenant ajouter notre préparation de tout à l'heure à notre mélange. Ce qui est important, c'est de bien mélanger avec la main. Je rajoute les pépites de chocolat. Et on malaxe bien le tout. Sur ma plaque, j'ai mis du papier cuisson et à l'aide d'une petite cuillère, je vais faire des petites boules, comme ceci. Une fois terminé, nous allons disposer ces plaques dans le réfrigérateur afin que la pâte durcisse légèrement. À la sortie du réfrigérateur, on va écraser légèrement les petites boules. Et pour terminer, je vais les mettre dans mon four déjà préchauffé. On se rejoint dans 20 minutes après la cuisson. C'est parti! Voilà, les cookies sont enfin prêts. Sachez que vous pouvez les garder plusieurs jours dans une boîte bien fermée. Il ne me reste plus qu'à faire la vaisselle et vous souhaiter une bonne dégustation. À bientôt. Merci Timothée, on va les goûter. Merci. Voilà, c'est la fin de notre journal. Il me reste à remercier toutes celles et ceux qui y ont contribué. Un grand merci à nos parrains et marraines, Jean-Claude Dreyfus, Fadila Belkebla, Patrick Poivre d'Arvor, Sophia Manoucha, Emmanuel Boidron, Sophie Gostrin, à Max qui nous a fait l'honneur de sa présence. Merci. Merci aux créateurs de ce JT, Lionel Schmint, Camille Duez, Ahmed Amitouche, Antoine Mikazeski, Eddy Brochard. Merci aux responsables de l'Université de Valenciennes, du lycée du Hainaut et du Collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle pour leur confiance et leur aide précieuse. À toutes ceux et celles qui nous ont permis de réaliser ces reportages, avec un salut tout particulier à l'association Atmosphère pour son accueil au Festival du film et aux responsables de l'espace Pasolini de Valenciennes pour leur aide précieuse. Notre JT est le fruit d'un travail commun, collégiens, lycéens et étudiants. Merci à tous ceux qui y ont contribué, les élèves de l'option journalisme du Collège Saint-Jean-Baptiste, des arts visuels du Hainaut, de la section audiovisuelle de l'Université de Valenciennes et surtout à Laetitia, Aileen et Delphine, les 3 étudiantes qui nous ont suivis tout au long de l'année. Merci à tous ceux à toutes et tous qui avaient regardé notre JT. L'option journalisme est sur le point de refermer une page. Peut-être une autre s'ouvrira-t-elle pour nous proposer de nouvelles aventures.
Quoi qu'il en soit, nous resterons solidaires de nos amis du lycée du Hainaut et de leur web TV Hainaut TV. Nous garderons de cette aventure de belles expériences, un beau voyage, de beaux souvenirs et de gros éclats de rire. Et avant de refermer ce journal, regardez cette photo prise en 1976. Lionel, peux-tu venir s'il te plaît? C'est une surprise. Je me reconnais, c'est moi là. Il s'agit de Lionel, le responsable et fondateur de notre option journalisme. Il a fêté ses 40 ans hier et au nom de toutes les personnes qui ont travaillé sur ce JT, je tenais à lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ah bah, merci à vous. C'était Jade Delforge en direct du plateau TV de l'Université de Valenciennes. À vous les studios.